Bonjour et bienvenue à notre session d'après-déjeuner sur les tendances du content marketing en B2B. On est venu à deux pour rendre cette session un peu plus dynamique et faire en sorte que vous passez un bon moment, même si c'est en début de digestion, on va dire. Donc moi, je suis Andrea Roig, je travaille pour Infopro Digital et avec mon équipe, on accompagne des entreprises dans toutes sortes d'actions marketing en France via nos 35 marques médias. On gère des campagnes de publicité, display et print. On fait des campagnes sur les réseaux sociaux, des campagnes d'influence. On fait des emailing, on propose des actions de génération de leads. Et on fait aussi de l'événementiel en présentiel et en digital. Et à la fin, évidemment, on fait aussi du content marketing. À mes côtés, on a Anna Rognon. Elle est experte en stratégie de contenu. Elle fait partie de notre agence intégrée Stories by Infopro Digital. Et elle est là aujourd'hui pour nous donner aussi quelques conseils en live. On a réalisé cette année pour la première fois un baromètre sur le content marketing en B2B via notre institut d'études d'Infopro Digital. Le terrain a été fait entre décembre 2024 et janvier 2025. Ça nous permet vraiment d'avoir des enseignements et des informations frais sur toute la stratégie de l'année 2025. L'étude est très riche, donc on pourrait vous en parler toute l'après-midi, mais on sait que vous avez aussi d'autres conférences de prévues. Et c'est pour ça, dans les 20 minutes qui vont venir, on a sélectionné certains enseignements clés. Et ensuite, à la fin, on va pouvoir encore se prendre 5 minutes pour échanger autour de vos questions éventuelles. La cible interrogée, c'est évidemment des décisionnaires marketing qui font du B2B, de tous secteurs confondus. Plus que 2/3 des personnes interrogées sont des annonceurs. Et on a recueilli un échantillon de 315 répondants, donc c'est bien une étude significative. Bon, tout d'abord, on apprend que dans le B2B, le content marketing est mature. Plus des 2/3 des entreprises ont défini une stratégie de content marketing B2B en 2025. Pour les grandes entreprises, c'est même beaucoup plus élevé. C'est 91% qui ont intégré le content marketing dans leur stratégie marketing. Sur les TPE et PME, on est à date à 65%. Mais ce chiffre-là va augmenter, on va vous le présenter l'année prochaine, puisque un quart des répondants dans ces tailles d'entreprises-là ont déjà dit que c'est tout à fait prévu dans l'avenir d'intégrer du content marketing dans leur stratégie bientôt. Jusqu'à présent, 55% des entreprises font appel à des agences ou à des experts pour créer leur contenu. Bon, on peut s'imaginer que d'un côté, ça pourrait être lié au fait que les directeurs marketing sont aussi confrontés à certaines restrictions en termes de ressources humaines, etc. Mais de l'autre côté, ils ont quand même accès à l'IA générative. Et ça peut leur permettre de créer du contenu d'une manière plus efficace et peut-être aussi d'avoir accès à certaines compétences pour lesquelles on avait fait appel à un expert après. Bon, c'est un sujet assez intéressant, évidemment, et donc on va passer quelques minutes là-dessus tout à l'heure. Quel est l'objectif d'une campagne de content marketing? Donc, les deux objectifs principaux vont ensemble. C'est le renforcement de la notoriété de marque et la génération de leads. Et on est très content de voir les deux en même temps parce que, évidemment, moi personnellement, dans mon travail, je me retrouve très souvent avec des annonceurs qui souhaitent avoir des leads pour alimenter leurs équipes commerciales. Mais c'est vrai qu'en amont, il faut travailler la notoriété. Oui, merci. Enchantée, Anna. Je prends le relais. C'est intéressant de voir ces deux notions. D'ailleurs, peut-être que vous les avez aussi, vous, dans vos jobs. Notion de notoriété, notion de lead. Notoriété, nous, on en a discuté avec Andrea. On se dit que ça peut se diviser dans le B2B en deux parties, le côté expertise et visibilité. Si je devais dire ce qu'on devrait faire, en tout cas, comme contenu, on se dit que sur la partie vraiment expertise d'abord, il va falloir qu'on crée du contenu nous-mêmes en tant que marque, entreprise, institution. On va créer notre propre contenu. Et c'est intéressant de se positionner en tant qu'acteur crédible et expert sur un sujet.
Alors, on peut aussi proposer des articles, des blogs. Par exemple, on a un client qui s'appelle Métro, je ne sais pas si vous connaissez le gros site alimentaire, et on fait pour lui, on réalise et on anime 2 blogs. Donc un blog à l'intérieur du site produit, la pause productive, qui est dirigée vraiment pour les restaurateurs, et un autre blog qui s'appelle le restaurant Passe au durable, qui traite de la durabilité dans la restauration. Hyper intéressant, on ne voit pas la marque Métro sur ce site-là, et ça permet de positionner Métro en tant que marque média vraiment référente sur la partie restauration, que ce soit durable ou non. Donc quand on a une info à demander ou à regarder sur la restauration, on va sur Métro. Donc ça, c'est pour la partie vraiment expertise. La partie visibilité, on peut faire plein de choses, évidemment. Une des choses les plus précieuses pour nous, mais parce qu'on est dans un groupe média, c'est vraiment de s'adosser à un média, une marque média puissante qui va permettre de valoriser le contenu produit. Donc soit on crée du contenu et on le plug avec de la médiatisation, soit on crée du contenu sur directement la plateforme média, ce qu'on fait nous avec des espaces dédiés, par exemple. Et puis en termes de visibilité, on pourrait aussi imaginer, alors il y a plein de choses, hein, il y a l'AD évidemment, donc avec différents niveaux. Sur LinkedIn, on sait que c'est un petit peu plus cher. Sur Meta, on sait qu'on y arrive un peu mieux avec peu de sous et de l'A/B testing facilement, on peut le faire nous-mêmes. Et puis on a, et je vais l'aborder dans une prochaine conférence, on a aussi la stratégie d'influence qui marche maintenant pour le B2B. Je vais l'aborder avec Kevin qui est là d'ailleurs, qui s'en va, mais que je vais retrouver à 15h. On va vraiment discuter de l'influence et du B2B qui commence à prendre pas mal d'essor et qui est assez intéressant à regarder. Ensuite, pour la partie génération de leads, donc là, c'est encore particulier. Moi, j'ai 2 niveaux de brand content. Je parle de brand content stratégique pour le brand content où on raconte une histoire, on prend son temps avec du contenu au long cours, le blog, l'article, etc., la vidéo. Et puis le brand content tactique qui, là, concerne les leads, justement, comment on fait pour ramener commercialement, pour avoir du résultat tout de suite avec un temps plus court. Et donc, la génération de leads, on a 2, pour nous, en tout cas, on a identifié aujourd'hui 2 outils intéressants à regarder. Le livre blanc, je ne sais pas si vous l'utilisez, si vous le téléchargez ou si vous en constituez vous-même. Chez nous, Info Pro Digital, on le constitue plutôt assez court, 6-8 pages. L'idée, c'est vraiment de rendre intelligible une notion, de décrypter quelque chose. Donc, en général, c'est les 3 clés, les 5 clés, le point sûr. C'est un contenu très court qui permet d'aller plus loin sur une notion qui donne envie. Et ça donne assez de désirabilité pour qu'on puisse télécharger et remplir un formulaire. On a un autre outil qui est pas mal et qu'on exploite beaucoup chez nous avec vraiment une entité dédiée à ça, qui est le webinar, je pense que vous le connaissez, qui paraît un petit peu daté parfois, mais qui sert vraiment beaucoup pour la génération de leads parce qu'on va aller dans une expertise, on va rentrer dans le détail du sujet avec un journaliste qui va proposer un fil rouge, qui va faire appel à des speakers qu'il connaît, qui va rentrer dans le détail d'un sujet. Donc quand on est intéressé très spécifiquement par un sujet, le webinar, c'est le meilleur moyen d'en savoir plus. Et nous, on récupère des leads grâce à ça. Et en général, on garantit aussi pas mal d'inscrits, donc pas mal de leads à nos clients, si on parle de génération de leads. Je pense que j'ai fait le tour sur ces 2 notions. Et après un webinaire, on part avec un contenu vidéo qu'on peut après snacker. Donc, c'est aussi très intéressant en termes d'outils de marketing dans la continuité. Après avoir regardé les objectifs, quels sont les formats donc, les plus utilisés? Tout en haut, on retrouve les posts sur les réseaux sociaux et des newsletters emailing, donc des formats qui nous semblent assez classiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour ceux parmi vous qui travaillent aussi en B2C, vous allez trouver très très curieux de ne pas trouver la vidéo en top. Ils sont juste sur la place numéro 5. Donc ça veut dire qu'en B2B, la vidéo n'est pas encore le format le plus utilisé. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent maintenant, mais on n'y est pas encore. En revanche, si on regarde la slide d'après, en termes d'efficacité, les répondants à cette étude considèrent que la vidéo, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour communiquer. Et donc, quel est ton conseil, Anna? Produire des vidéos. Ça, on ne l'avait pas répété, celle-là. Produire des vidéos. Alors, je ne vais pas en parler longtemps là, parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a tout un sujet autour de la production. Comment on fait pour produire autant que ça? Si on veut être sur TikTok, c'est 2-3 vidéos par jour. Si on veut être sur Insta, on peut être un petit peu moins, sur LinkedIn un moins aussi, mais il y a toute cette notion de production, et c'est pour ça aussi qu'on va parler d'UGC tout à l'heure, User Generated Content, dans l'autre conférence, je vous invite à venir. C'est intéressant pour créer une Content Factory, pour pouvoir booster vraiment les vidéos. Mais sinon, je peux vous donner peut-être 2-3 petits conseils, en tout cas, comment nous, on les aborde avec nos clients. On se dit qu'il faut créer évidemment une vidéo assez intéressante forcément et pas intéressée. On ne parle pas de produit, mais on raconte une histoire. Avec un temps d'attention très court au démarrage d'une vidéo, 3 secondes sur TikTok, je crois 5 sur LinkedIn, Insta, mais TikTok, évidemment, ça se raccourcit. Donc, il faut vraiment être catchy dès le début de la vidéo, raconter le sujet tout de suite. Ensuite, on a, et ce qu'on dit nous à nos clients, forcément, parce qu'on a produit au long cours, on fait du contenu au long cours, on leur propose de constituer des formats et des rendez-vous éditoriaux. Pas une vidéo one-shot forcément, mais vraiment, n'importe quoi, l'interview du jour, et on a 5-6 interviews. On a une
espèce de série vidéo qui permet de donner un rendez-vous tout simplement à l'audience, un rendez-vous éditorial assez intéressant, à la fois pour la marque en termes de positionnement et d'expertise, et pour l'audience qui se retrouve dans un rendez-vous qui l'attend parfois. On l'espère en tout cas. On a évidemment le format, toujours vertical, sous-titré français-français bien sûr, parce qu'on peut être dans le métro, on peut être dans une, comme aujourd'hui, dans une réu ou dans une conf, etc., et avoir envie de regarder une vidéo. Toujours sous-titré. Et puis un quatrième point que je trouve intéressant, c'est le native, même si sur LinkedIn, c'est pas vraiment le cas. On upload les vidéos. En revanche, sur TikTok, Insta, c'est toujours bien de travailler avec l'appli et avec la plateforme. C'est évident qu'on va être plus visible, que l'algorithme va nous valoriser, notamment pour la musique, pour le B2C. B2B, on aimerait aussi. Mais voilà, si on crée notre contenu via TikTok, évidemment, on sera plus visible. Via Insta, on sera plus visible. Voilà pour les quelques tips. Très bien, merci. Et pour diffuser, du coup, ces contenus, on peut voir que les réseaux sociaux sont incontournables. Et même si LinkedIn, dans le B2B, se trouve sur la position 1, on peut très bien voir aussi que d'autres plateformes qui sont peut-être perçues beaucoup plus traditionnellement B2C émergent aussi et créent des offres pour attirer des annonceurs B2B. Donc Anna, est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples très concrets comment des marques B2B communiquent déjà via ces plateformes ? Oui, alors c'est là où il ne faut pas que je glisse et que je prenne 3 heures parce que c'est des cas que je trouve très intéressants. Je ne sais pas si vous les connaissez. EDF avec TikTok, hyper intéressant. General Electric, je ne sais pas si vous connaissez. Ou Amex. General Electric, c'est hyper intéressant parce qu'on l'étudie depuis longtemps sur le social. C'est vraiment une présence fine sur Instagram. Alors eux prévoient les posts 1 an à l'avance. Il y a une vraie équipe de prod, etc. Ils sont intéressants parce qu'évidemment, ils ne parlent pas que de leurs produits, ils parlent d'humains, ils parlent d'innovation, ils parlent de tech. Et vous allez voir que sur leur Insta, il y a un rythme de publication hyper intéressant, des formats très intéressants, très travaillés. Et je trouve que c'est un bon exemple parce qu'ils ont gagné un prix d'ailleurs l'année dernière, je crois. Un prix aux États-Unis sur la qualité de leur contenu diffusé sur Instagram. Parce qu'ils ne parlent pas de produits, ils racontent une histoire autour de la tech et de l'inno. Hyper intéressant. Alors, Dao Etienne, alors c'est pas Etienne Dao, n'importe quoi, Da Etienne, c'est un TikToker, lui je crois qu'il a 400 000 followers, c'est un ancien basketteur qui fait, je ne sais pas si vous le connaissez pour ceux qui regardent TikTok, voilà, c'est un ancien basketteur qui fait beaucoup de micro-trottoirs. Il est hyper connu pour ça, donc il va dans Paris et il fait des micro-trottoirs sur différents sujets, il fait des choses rigolotes, etc. Et EDF, qui a déjà un compte TikTok, a emprunté ce créateur de contenu pour lui dire moi j'ai envie de faire découvrir les métiers. Donc c'est du B2B, c'est aussi du recrutement. Nous, on aimerait bien rendre plus lisibles nos métiers. Donc là, il a fait un truc, par exemple, je vous conseille d'aller voir sur la chaudronnerie. Donc il pose des questions dans Paris et ensuite il dit EDF m'a invité et il va voir dans une chaudronnerie justement les métiers d'EDF. Donc on trouve que, et ça ils le font souvent, les marques le font souvent, elles intègrent TikTok ou Insta et notamment TikTok, non pas avec leur compte, même si EDF le fait très bien, je trouve, allez voir, mais via des créateurs de contenu. Et ça permet une meilleure visibilité, une meilleure approche peut-être, ou en tout cas une crédibilité pour la marque ou l'entreprise. Et puis dernier exemple, alors ça je ne vais pas parler trop longtemps, mais je trouve que c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une opération plutôt américaine, Big Break. L'idée c'est que en gros l'Amex voulait viser les petites entreprises, et on le sait avec le Big Quit il y a quelques années maintenant, beaucoup de gens montent leur business, etc. Et là l'idée c'est de créer un concours à la Top Chef sur la meilleure petite entreprise. Et celle qui gagnait avait évidemment un chèque, mais aussi une formation méta, etc., des formations marketing digital. Et donc le truc IRL, je ne sais pas si ça vous parle, in real life et réseaux sociaux mélangés, c'est un peu ce qui se fait maintenant, B2C évidemment, mais sur le B2B aussi. Et je trouvais que c'était hyper intéressant parce que ça donne envie aux entreprises de consommer l'Amex, et finalement il y a eu 30% de souscription en plus avec l'Amex, donc hyper intéressant. Je dois aller vite je crois, mais je vous avais dit, hein. J'allais passer du temps. Mais allez regarder de plus près ces marques, elles sont intéressantes. Parlons IA, et visiblement les directions marketing et communication en B2B n'en parlent pas encore assez, parce qu'il y a à peu près la moitié qui se considèrent plutôt en retard quant à l'utilisation de l'IA générative pour créer des contenus. Ceux qui s'en servent aujourd'hui, ils s'en servent essentiellement pour créer du contenu rédactionnel et pas encore pour de la vidéo ou de l'audio. Et qu'en pense Google si je me mets moi à créer du contenu, est-ce qu'il va me pénaliser parce que j'utilise de l'IA ? Oui et non, c'est les questions qu'on se pose en agence et chez les annonceurs aussi. Google va voir, évidemment, va bien spotter qu'on est sur de l'IA, va pas pénaliser le fait d'avoir du contenu IA. En revanche, et comme c'était le cas avant toute cette histoire d'IA, si c'est pas pertinent, le contenu est pénalisé. Donc tout l'enjeu, c'est de bien prompter, de proposer un contenu ultra pertinent. Donc on le dit souvent, le prompting, c'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, on se retrouvera à Vivatech, je sais pas si vous y passez. Il va y avoir vraiment des sessions dédiées au prompting, et notamment pour les femmes, ça va être intéressant parce que c'est vraiment
vraiment le nerf de la guerre et c'est que comme ça qu'on arrivera à produire du bon contenu. Donc Google ne pénalise pas, en revanche il permet, je continue sur le... Ok. Mais en revanche, on peut, du coup, grâce à l'IA, produire plus et plus de contenu. Donc nous, c'est ce qu'on propose. On propose aujourd'hui du contenu peut-être parfois un peu moins cher quand on le propose en vente, en revanche en plus gros volume. Et c'est ce qui nous permet d'exister grâce à l'IA. Et si moi, je me mets à créer du contenu via de l'IA générative, est-ce que je peux l'utiliser pour tout type de sujet ? Là aussi, oui et non. Réponse un peu moche, mais oui, dans le sens où on peut utiliser l'IA, encore une fois, on prompte n'importe comment, on l'utilise, il n'y a pas de problème, il y a du contenu qui sortira. Hein. Mais donc toujours cette histoire de prompting, évidemment. Nous, chez nous, on fait aussi attention à la qualité, on regarde et on optimise le contenu qui atterrit chez nous. Ensuite, on regarde comment on peut, évidemment, il y a de la relecture, de l'optimisation d'articles pour la livraison ensuite. Mais on ne peut pas l'utiliser très bien pour tout. Par exemple, si je pense à des notions juridiques, il va falloir qu'on aille creuser nous avec des experts. Si je pense à des sujets plus complexes, qu'il va falloir décrypter là aussi en croisant des sources, en croisant des experts. Et si on parle d'interview, oui, on peut retranscrire l'interview, mais toute l'émotion qu'on peut avoir, forcément un journaliste la donnera sans doute plus et mieux que de l'IA. Donc oui, on peut créer du contenu mieux, mais pas sur toutes les typologies de format ou de traitement. Et est-ce que j'ai Infopro Stories, du coup, on se sent en concurrence avec de l'IA parce qu'on se dit que du coup on n'a plus besoin de nous puisque les directions marketing et communication vont produire eux-mêmes? Non, pas du tout. Nous, on parle de aide de l'IA. Donc, au contraire, on propose à nos clients, nous, de l'appui grâce à l'IA, mais avec toujours cette vision d'ultra qualité. En se disant qu'on va prompter de manière ultra qualitative en prenant le brief du client. On se dit aussi qu'on va vérifier la sortie de l'article ou de la vidéo, parce que maintenant on fait des vidéos aussi avec l'IA en partant d'articles, qu'on va vérifier la qualité du rendu et ensuite on va l'optimiser. Donc nous on a, alors à l'époque c'était des secrétaires de rédaction, mais aujourd'hui c'est des chefs de projet éditoriaux qui vont aller optimiser le contenu pour qu'il soit le plus visible et lisible possible et qui reste expert sur cette notion d'expertise. Donc non seulement ça ne nous fait pas peur, mais surtout on s'en sert beaucoup chez Infopro Stories. Très bien, merci. On est ouvert pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des points qui ne sont pas encore clairs. Sinon, on peut évidemment aussi partager avec vous l'intégralité de l'étude. Parce que comme je disais en préambule, on n'avait pas le temps vraiment d'aller dans tous les détails. Donc il y a beaucoup d'autres questions qui ont été abordées lors de l'étude. Donc n'hésitez pas après de nous envoyer un message et comme ça, on vous la ferait parvenir. Ouais, vous avez peut-être des questions spécifiques liées à vos métiers ou pas du tout? Oui. Bonjour, merci, c'était super intéressant, malgré le timing court. Je me demandais, est-ce que vous avez des conseils au niveau du B2B sur la priorisation, parce que quand on n'est pas un grand groupe, mais qu'on veut quand même être assez précurseur dans notre domaine et communiquer sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est plus pertinent de se focus à fond sur LinkedIn, de faire de la production vidéo qualitative, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux moins poster, mais par contre essayer d'être sur plusieurs plateformes, par exemple? Alors, de mon point de vue, c'est ce qu'on dit à nos clients, ce que je dis aussi, c'est faut bien réfléchir à la prise de parole et à la ligne éditoriale globale. Quelle ligne édito on pose, quel pilier édito on pose, qu'est-ce qu'on veut raconter. Une fois qu'on a dit ça, on voit où on va trouver l'audience à laquelle on veut raconter notre histoire, où elle se trouve. Si elle n'est pas sur TikTok, ça ne sert à rien. Si elle est que sur LinkedIn, mais qu'on se trouve boring d'être sur LinkedIn et qu'on veut tester TikTok pour trouver la Gen Z, par exemple, si nous, on n'a pas notre audience, ça ne sert pas à grand-chose. Si on se rend compte qu'on a notre audience un peu partout, pourquoi pas de tester sur certaines plateformes. On peut aussi emprunter comme EDF, même si eux ont un super compte sur TikTok, par exemple, on peut aller travailler avec des créateurs, des influenceurs. Donc si vous êtes une petite boîte B2B, moi en effet, je dirais plutôt focus sur LinkedIn, contenu hyper quali, très commenté, très partagé déjà, pour que l'algorithme nous pousse à fond et que notre contenu soit vu. Et puis ensuite, je me dirais, j'irai tester avec des créateurs de contenu. Pour le coup, on en parle tout à l'heure, mais sur le B2B, ça émerge et c'est assez intéressant de voir que grâce à la patte d'un créateur, on va pouvoir émerger auprès d'une audience qu'on n'aurait sans doute pas touchée sans lui. Et puis, il y a l'idée aussi de médiatisation, parce que je suis aujourd'hui avec le groupe Infopro Digital, où en effet, quand on est petit, qu'on n'a pas cette force de frappe, on peut s'adosser à un grand groupe média qui est lié à notre métier, par exemple le Moniteur sur la construction, LSA sur le retail, etc. Et se dire qu'on s'adosse à un média qui a une force de frappe intéressante, avec un contenu bien ficelé, on va pouvoir être plus visible. Il y a peut-être aussi la question de la fréquence qui se pose, parce que si vous avez un budget limité de création ou de publicité, sur LinkedIn, vous pouvez poster certains messages, quelques messages par mois ou par semaine, mais sur les autres plateformes, c'est pas pareil. Non. En effet, LinkedIn, c'est moins exigeant en termes de fréquence. C'est exigeant en termes de comments, de likes, etc. Il faut qu'il y ait du mouvement. Donc en effet, quand on poste, et à l'employé advocacy aussi, on se dit que faut que tous les employés puissent poster aussi
sur le même sujet, ou au moins commenter notre post, parce que sinon on peut passer. Il y a même une experte LinkedIn, je donne des cours dans des écoles, une experte qui a 22 ans qui me dit, mais enfin madame, il faut poster 2 fois le contenu. Donc 4 heures après, elle poste le contenu, elle reposte, tant pis, les gens qui l'ont pas vu, puis à la fin de la journée, elle zappe celui qui a le moins de vues. Bon, je trouve que c'est un petit peu barbare quelque part, mais pourquoi pas? Ça dit en tout cas le côté vraiment engagement de LinkedIn, en tout cas qu'il faut avoir. Et puis après, pour les TikTok et Insta, en effet, si on passe pas par un créateur, c'est quand même hyper exigeant. Même sur moi, sur des notions pub B2C, j'essaie d'emprunter TikTok, c'est compliqué. Il faut vraiment poster beaucoup de la vidéo. Puis aussi maintenant, ça marche pas mal, là, le carrousel sur TikTok. Les gens s'arrêtent, ils swipent, mais maintenant ils s'arrêtent. Donc pour vendre des produits, par exemple, on se rend compte que le carrousel marche mieux. Donc c'est une production sans fin de contenu. Donc c'est pour ça, quand on est en direction de la com dans une entreprise, il faut prioriser, vous avez raison. Et donc moi je me dis B2B, pour l'instant ça reste LinkedIn et ou des créateurs de contenu. C'est ce que je ferai. De rien. Vous avez peut-être d'autres questions, peut-être, ou alors des problématiques liées à vos boulots peut-être qu'on pourrait aborder. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez présenté à un moment l'impact encore intéressant de tout ce qui était rédactionnel, notamment les newsletters et tout ce qui est campagne emailing. Mais par contre, on voit bien que la vidéo est en train de prendre des parts, et notamment à travers les réseaux sociaux et autres. Donc moi, ma question, c'était déjà aujourd'hui, quelle est la part encore aujourd'hui des newsletters dans toute la stratégie contenu? Et est-ce qu'on peut s'attendre, vu l'essor de l'IA, à ce que demain, finalement, ça s'effondre? Parce que sur certains formats, on peut noter peut-être moins d'engagement des audiences. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillerez pour arriver à capter un peu mieux les audiences, voire à les fidéliser, à les garder sur nos supports écrits? C'est une bonne question, elle n'est pas facile. Il y a Cyril Franck qui est par là, qui fait une conf sur la newsletter. Je ne sais pas si c'est demain matin ou c'était ce matin? Ouais, elle était bien, non? Bon, voilà, lui, il est l'expert de la newsletter. Moi, je ne suis pas experte. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est 2 choses différentes. La newsletter reste la newsletter. Alors, pour le B2C, on sait qu'il y a des annonceurs qui payent 10 000 € pour être présents sur une newsletter, même très niche, sur du contenu skincare, je ne sais pas, peu importe. Et le B2B, c'est pareil. On est vraiment sur des sujets et des notions très experts, très directes, avec une base à laquelle on s'adresse. Donc ça, c'est la première question. Et la vidéo, pour moi, c'est une autre façon de communiquer. C'est sur d'autres supports et on va la traiter différemment. Pour moi, c'est 2 canaux différents et peut-être complémentaires. Pour toucher sa cible, et c'est ce que je disais au démarrage, aujourd'hui, il y a les personas qui sont faits et de mieux en mieux faits. Vous savez qu'à l'époque, on mettait peut-être 2-3 semaines pour créer des personas. Aujourd'hui, il y a des structures comme InSign, par exemple, qui mettent 1 an, qui se considèrent peut-être plus en conseil, d'ailleurs en consulting qu'en agence de com, mais qui mettent 1 an à poser des personas, surtout sur le B2B, hyper pointus. Une fois qu'on connaît bien notre audience, on peut ensuite adapter le message, le format et puis le canal. Donc si on se dit que la vidéo est la plus vue et lue, en effet, il faut en proposer, mais sans doute pas forcément tuer la newsletter, qui, elle, va adresser un autre message à un autre moment et qui a un rendez-vous éditorial assez intéressant. Encore une fois, je connais moins la newsletter que Cyril, mais je sais qu'elle a une fonction très intéressante avec une cible. Je crois qu'elles sont ouvertes. Quand on connaît bien nos cibles, elles sont hyper ouvertes, les newsletters. Parce que thématique, parce que rendez-vous, parce que voilà. La vidéo, c'est un petit peu éparse, sauf si on décide sur Insta, par exemple, de proposer une vidéo avec un rendez-vous. Le Point Sûr, je sais pas moi, je vais pas inventer des formats aujourd'hui, mais Le Monde propose des vidéos, le Brut ne fidélise qu'en vidéo. C'est quand même des notions qui sont importantes, mais je trouve que l'un va avec l'autre pour différents usages et vers différentes audiences. Ou une même audience peut aussi, je pense, consommer, si on parle de consommation, de la vidéo comme de la newsletter. C'est 2 moments et 2 temps de lecture différents, je pense. Et 2 objectifs pour la marque différents. Oui. Une question sur le cadre. Comment on accompagne une entreprise en B2B? J'imagine qu'il y a ça dépend des objectifs, notoriété ou réservoïste. Est-ce qu'il y a les 2 cadres qui concourent? C'est une super question parce que je crois que moi je viens plutôt de la com et mes collègues, notamment l'emailing, Jérôme avec qui je travaille beaucoup, lui plutôt du marketing, et on est souvent en train de discuter de ces notions-là. En effet, il y a ces 2 notions qui... Je ne sais pas ce que tu en penses, Andrea. Et qu'on commence par la notoriété et pour connaître aussi, déjà se poser sa marque, et ensuite toute action de génération de leads va être beaucoup plus efficace. Et ça permet aussi de connaître la cible. Nous, on peut faire des actions avec des très gros volumes, mais si le cœur de la cible n'est pas atteinte, ça n'aura pas beaucoup d'efficacité. Et donc la question, c'est peut-être comment le séquencer dans le temps
Et sur un trimestre donné, commencer avec un ou 2 mois de notoriété et ensuite basculer vers une action plus héroïste. Et sinon, nous, en méthodologie de travail, en agence de création de contenu, on se pose avec nos clients souvent en mode workshop ou atelier, en disant bon, quels sont vos objectifs de communication, vos cibles, vous avez des personas, oui, non, on les fait pas. Évidemment, l'ADN de la marque qu'on ne connaît pas aussi bien que vous allez nous nourrir et nous infuser de tout ça. Et puis nous, parfois, on a même une notion business, en effet. On se dit, bon, quel est votre souci business? Est-ce qu'on peut y répondre grâce à la communication? Et parfois, on peut. Et au marketing, donc on se pose vraiment avec notre client pour essayer de délimiter toutes ces notions et ensuite pouvoir proposer une stratégie de contenu vraiment efficace, qu'elle soit très market ou très com, et qu'elle réponde aux deux besoins. Bon. On n'a plus le temps pour d'autres questions, parce qu'il y a déjà la Merci en tout conférence d'après qui va commencer. Ravi d'avoir digéré avec vous. À bientôt. Au revoir.